Mark Fisher. Mark Fisher. Mark Fisher. Mais en gros, le chat, moi, il y a Bam, il m'a parlé de Mark Fisher pendant des streams. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait un peu une approche culturelle à travers le fait qu'il prenait des œuvres de science-fiction ou de musique pour faire des critiques un peu politiques de la société telle qu'on est. Et lui, sa grande take à Mark Fisher, c'est de dire que depuis le néolibéralisme, bah en fait le capitalisme a réussi à prendre corps de toute chose. Quand je vous dis de toute chose, ça va des relations sociales aux rapports amoureux, en passant à, je sais pas, marchandiser tout et n'importe quel désir qui pourrait exister dans la société. Et le problème étant de ce capitalisme qui prend un aspect totalement réaliste du coup dans la manière où il s'imprègne de toute chose, bah c'est qu'en soi on est incapable nous, dans un rapport subversif, à créer un dehors à ce capitalisme-là. On est incapable d'imaginer un autre monde qui s'émanciperait du capitalisme. Parce qu'il, justement, il a été capable même de reprendre à son compte les critiques politiques qu'on était en train de faire à ce système-là pour justement le vider de sa substance et le rendre supportable, on va dire. Et ça, on peut le voir. Et là, c'est pour ça que je parlais de Black Lives Matter, mais c'est pareil un peu avec le féminisme, c'est pareil un peu avec, je sais pas, tout à l'heure, je parlais de BLM, etc., etc. Et du coup, c'est un gars qui a énormément écrit, justement, c'est plus les cultural studies, comme ils appellent ça aux États-Unis, parce que c'était tous les mouvements influencés par le postmodernisme français, donc j'allais dire les Moucos, les Michel Foucault, les Deleuze, les Derrida, et c'est juste un gars qui surfe sur le buzz rap FR pour Bibi son livre ou ce qui vend MDR. Quoi? Brimo 93, la vie de ma mère, je sais pas qui t'es, mais t'es à ta place ici, reste là. Il a jamais parlé de rap français, Mark Fisher, mais... mais t'es bien, là où t'es bien, ma gueule, reste avec nous. Continue, je te jure, continue, reste avec nous, je t'en supplie, t'es mon gars. La vie, t'es trop mon gars. Mais... je suis mort. Mais du coup voilà. Et oui, ce qui est un peu du coup déprimant, c'est que le mec il a fini par se suicider en 2017. Alors c'est quelqu'un qui a énormément été marqué par la dépression. Il a même écrit un bouquin sur ça, il a montré à quel point... Bah d'une déjà c'est quelqu'un de très intéressant aussi, dans sa manière aussi à essayer de corréler dépression et crise du système. Et aussi je pense qu'il y a un truc où il était tellement déprimé de l'œuvre qu'il avait vis-à-vis de sa vie personnelle, qu'il y a un truc où il a mélangé les deux et qu'à un moment il s'est... Voilà quoi, il s'est mis une balle dans la tête. Alors je sais pas comment il s'est suicidé par contre, je sais pas du tout si c'est à travers une balle dans la tête. Mais il y a de grandes chances que ce soit son rapport à son travail qui l'ait pas aidé quoi à rester vivant. Mais je pense que pour commencer Fisher, la vérité réaliste capitalisme c'est pas le meilleur. Le meilleur c'est celui-ci parce qu'il est trop théorique. Même si en fait ce qui est intéressant aussi avec Mark Fisher c'est que si vous êtes gaze en philosophie et en analyse marxiste, bah c'est pas grave parce que le mec en fait d'une déjà il a une dimension un peu transdisciplinaire pour analyser ce qu'il analyse et du coup ce qu'il analyse c'est des œuvres culturelles mais c'est des films et de la musique et quand je vous dis c'est des films de SF. Enfin tu vois c'est pas un film qui reconstitue les époques du 19ème où t'as envie de te mettre une balle au bout de 2 heures parce que voilà c'est gaze et de l'autre côté la musique bah lui il a autant écrit sur sur, je sais pas, le post-rock, le post-punk notamment. Il a écrit sur quoi? Il a écrit sur Burial, énormément, les fans de Burial, sur la drum and bass, sur la jungle, enfin bref, il a écrit sur la musique, il a écrit sur des films, il a écrit sur la littérature. Il a pas écrit sur le rap français. Bah, si d'après, bah alors, peut-être que le frérot dans le chat nous a dit qu'il a écrit sur le rap français, peut-être qu'il a raison. Mais du coup, voilà, c'est Désert post-capitaliste que je vous présente juste là. Parce que le bouquin, il est intéressant. Pourquoi? Parce que sur la trappe, ouais, il a écrit sur Caris. Excuse-moi, c'est vrai, Brimo. La vie de ma mère, pardon. J'ai mal révisé. Et du coup, qui a un cours en... Combien de leçons? 9 leçons, je crois. 12 leçons, 13 leçons, je sais plus. Mais du coup, c'est assez agréable. Voilà, j'en suis à la moitié. C'est assez agréable à lire parce que du coup, tu peux reprendre... D'une, c'est de l'oral qui est retranscrit. Et c'est beaucoup plus agréable. Là, pour les lecteurs qui ont tenté de lire Foucault, je pense que vous avez tous remarqué que les cours retranscrits de Foucault sont beaucoup plus simples à lire que ses écrits. Alors que ça reste compliqué, les cours retranscrits. Pourquoi? Parce que l'articulation des concepts de Foucault, c'est archi compliqué, je trouve. Mais là, du coup, ça a de ça que comme c'est des cours retranscrits en papier, t'as des discussions avec ses étudiants, t'as comme je vous dis, il part d'œuvres culturelles, du coup bah ça fait un bon entonnoir pour débuter l'analyse et aller sur des trucs un peu plus fins par la suite. Et c'est moins chiant que Foucault quoi. C'est beaucoup ça. En fait, bien sûr que vous allez découvrir des concepts de philo ou de psychanalyse ou de sociologie que vous avez jamais entendu auparavant, mais en fait ils restent quand même un tant soit peu vulgarisés d'ailleurs par les étudiants eux-mêmes, ce qui fait que même vous pouvez vous identifier à l'étudiant qui est en train de poser des
des questions ou de parler parce que vous êtes aussi des étudiants à votre échelle, les viewers. Pas du tout, j'ai envie de me mettre une balle dans la tête en disant ça, on va arrêter vite. Et du coup voilà, j'ai beaucoup parlé, ouais, et du coup le capitalisme il a pris corps de toutes choses. C'est un peu chiant quand même, comment on va s'en émanciper, je sais pas, peut-être que c'est la fin du monde, oui. Mais du coup voilà. Et un dernier truc, c'est que Fischer, lui il est pour un accélérationnisme de gauche. Et je vais rien vous spoiler, mais au vu des critiques que j'ai pu faire à Anas Kassib vis-à-vis de la campagne américaine, ça peut vous choquer. Mais la vérité, c'est que c'est moi, ça m'a séduit. Je connaissais pas cette take-là de lui, mais quand je l'ai découvert à travers Désir Post-Capitalisme et la vidéo que vous allez voir qui est sortie il y a 2 jours, je vous jure, j'ai été séduit. Mais après, voilà, faut avoir un recul critique, faut pas dire amen à tout ce qu'on entend parce qu'on a l'impression que la personne en soi c'est du génie. Et il y a un des trucs que les marxistes vous apprendraient tous les jours. Moi, le premier truc qu'on m'a appris, c'est que oui, le capitalisme, ça a apporté du progrès, qu'on le veuille ou non, et que c'est fait du mal ou pas à des gens, le capitalisme a apporté sa part de progrès à l'espèce humaine. Voilà, faut le dire. Et notamment en termes de technologie. Et moi, ce que j'aime bien dans Fischer, c'est que par exemple, lui, il dit, mais en fait, aujourd'hui, on arrive à un tel stade de machination et de niveau d'informatique que demain, si on veut réussir à créer une économie planifiée, et bien, à travers l'informatique, on pourrait le faire. Et ce serait beaucoup moins compliqué que, je sais pas, sous l'époque de Tito qui avait voulu faire la même chose avec des conseils ouvriers, quoi. Mais voilà, et je vous remets le lien si vous voulez acheter Désir Post-Capitaliste. Bref, le chat, on commence. N'hésitez pas à acheter, ça donne un peu d'argent à Zawa Prod si vous achetez via ce lien-là. On est passionné par la théorie politique, la critique culturelle, et tout autant par les musiques électroniques. Putain, mais il parle de moi, bordel de merde! Particulièrement la jungle des années 90, la drum and bass, ou encore les morceaux spectraux de Burial, la lecture de Mark Fisher relève d'une espèce de miracle. Tout se lit, se dénoue, se renoue. Les points entre les vies, ses propres souvenirs et les fantasmes sur l'avenir, le passé qui se perd et se rejoue, les futurs qu'on attendait et qu'on n'attend plus. À travers les fantômes de nos vies, où s'entremêlent 1000 expériences filmiques, livresques, musicales, dans le vaste océan de la pop culture, se dresse un constat amer sur notre société. La société du capitalisme tardif et des gouvernances néolibérales est l'idée qui nous hante, pleine d'impuissance, qu'on ne peut rien y faire. Derrière cette idée, ce symptôme, le réalisme capitaliste, comme l'appelle Fischer. Théorisation du vieux mantra de Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Ce que je vous racontais tout à l'heure, quoi. Alors, en partant du livre du même nom, publié en anglais en 2009 et en français en 2018 chez Entremonde, on va voir que derrière le réalisme capitaliste se déploie un foisonnement de symptômes culturels et psychiques. La nostalgie, l'anthologie, la résignation... Moi, ce qui me rend heureux, c'est que je vous ai déballé toute une take sur le rapport nostalgique que les zoomers entretiennent avec l'esthétique post-punk et shoegaze, et que vous allez voir, et il en parle un peu après. Le CCRU. Alors certes, Mark Fisher n'est pas le penseur le plus connu dans les contrées francophones. Né en 1968 dans un milieu populaire et ouvrier, il effectue un doctorat en philosophie à l'université de Warwick dans les Putain, les roast beef. années 1990. En 1995, le Cybernetic Culture Research Unit, ou CCRU, est fondé. Un collectif de recherche, relativement informel, théorisant la jungle et considérablement influencé par elle, par ce genre musical qui vient de naître, mais aussi par le sampling, le cyberpunk, tout ça à base de références surréalistes, deleuziennes, parfois ésotériques, autour de figures telles que Kodo Eshun, Sadie Plant, Steve Goodman, qui deviendra Com9 et créateur du label Hyperdub, Mark Fisher bien sûr, mais aussi Nick Land. Nick Land, et vous allez voir, c'est un peu un antagoniste, mais ça se voit qu'il est Sigma, qu'il a un peu L dans Death Note. Théma sa gueule. La vie de ma mère, on dirait que c'est L dans Death Note, ce mec-là, non? Il vous fait un peu bader. Ça se voit qu'il pourrait être un school shooter dans une autre vie. Alors ce dernier est déjà à cette époque une personnalité relativement controversée. Producteur de textes très abscons entre théorie et science-fiction, il théorise une première forme d'accélérationnisme, et on va y revenir. Il va se droitiser encore davantage et devenir un penseur radicalement réactionnaire, néofasciste, eugéniste et théoricien de ce qu'il appelle les Lumières sombres, qui inspirent aujourd'hui une partie de l'administration Trump. Mais donc c'est quoi l'accélérationnisme? Nick Land, il est fort chatcore, mais moi le chat, je sais qu'on peut pas trop... Enfin, je sais pas, il y a aussi une image qui a été créée autour de 4chan à travers de ce qu'il a montré de pire de lui, c'est-à-dire l'avènement de QAnon, du Gamergate ou des trucs comme ça. Alors, ça a été un repère à gens sombres, mais moi, ça a été une partie de ma jeunesse, hein. Et j'ai fait une partie de mon éducation culturelle via 4chan, hein. Notamment la musique, hein. Et tous les trucs un peu
on va dire, culte des années 2010, que ce soit le plus underground au plus populaire, bah c'est le mute 4chan qui me l'a donné et qui me dans ma bouche, quoi. Ouais, surtout le Paul. Alors, il n'y avait pas que le Paul qui était sombre, parce que la vie, t'avais plein d'autres... je sais plus comment on appelle ça, là. T'avais plein d'autres trucs qui étaient sombres, mais le Paul ou le B, ouais, le B, et t'avais le R pour random aussi qui était bien sombre. C'est carnavalesque 4chan, oui, et en même temps, il y a un truc de l'anonymat qui permettait aussi une forme de liberté d'expression dans une logique libertarienne, mais qui a aussi montré le pire de lui-même quand justement t'as vu tous les mecs nazillons se réapproprier 4chan, quoi. Et puis après, à un moment, je crois qu'il y a un japonais milliardaire qui a racheté le site, et là c'était fini. En 2013, Nick Shorneck et Alex Williams publient un petit texte, leur manifeste accélérationniste qui veut dépasser le capitalisme en abandonnant les théories décroissantes et en poussant au contraire sur l'accélérateur. J'ai l'impression qu'aussi dans leur logique, en fait, ce qu'ils veulent éviter la décroissance, c'est aussi admettre l'avènement d'une révolution technologique qui a structuré l'homme et dont on ne reviendra pas. Mais que, en gros, globalement, les logiques décroissantes partent du principe, et ça tu le vois énormément, que ce soit des communautés hippies qui ont tenté de créer des communautés décorrélées de ces innovations-là, à aujourd'hui, quand tu vois les néo-ruraux parisiens fantasmer toute l'esthétique cottage pour aller habiter dans des villages, le manifeste se veut une critique de la gauche zadiste en gros, parce que en gros, une des critiques de Fischer par exemple dans Désert post-capitaliste, mais ça c'est un truc que moi on m'a très vite appris quand t'es un communiste léniniste horrible, c'est de voir aussi qu'il y a des gens qui veulent faire communauté en ayant un idéal non oppressif magique, mais qui déréalisent aussi à partir du moment où ils se rendent compte que leur communauté, d'une déjà, continue à contenir en elle des rapports de force et de répression propres à elle-même, et que au-delà de ça, bah elle s'étendra pas, et que en soi tu fais juste communauté, mais tout en t'isolant du reste de la société. Donc la prétention à ton changement de système, il s'arrête, il commence à là où ta communauté s'arrête, et il continuera pas autre part, quoi. Pour revenir à la critique un peu des communautés idéalistes, on va dire, mais ça, ce qui est chiant, c'est que moi, je trouve que, comment dire, il y a aussi une facilité à ranger dans la case socialisme utopique tout projet de société qui ne rentrait pas dans les logiques léninistes que par exemple le groupe militant où j'ai été formé voyait, quoi. Et moi ça m'énervait un peu des fois parce que je me disais oui bah ok d'accord, ils sont pas sur la même ligne politique que nous, mais en soi ils tentent d'innover et que ça peut être en soi une forme de victoire de voir une forme de résistance quand bien même elle dure 2 heures. Et ça c'est un Samos qui m'en a parlé hier soir, c'était grave intéressant, mais je serais pas restitué tout ce dont il m'a parlé hier soir. Ce qu'on va appeler plutôt les accélérationnistes de gauche veulent ainsi utiliser l'infrastructure du capitalisme, la pousser en avant pour faire advenir une société post-capitaliste débarrassée notamment du travail. Shorneck et Williams revendiquent l'influence de Nick Land, mais désignent sa pensée comme étant néolibérale et Dubois se débarrasser d'un travail, mais d'un travail aliénant où tu corrèles souffrance et accaparation des richesses, quoi. Parce que en soi tu te débarrasseras jamais du travail, et là c'est tout un jeu d'éthique philosophique, de savoir qu'est-ce que vaut le travail passionnel vis-à-vis d'un travail nécessaire à la survie de ta communauté ou de ta société, et là je vous avoue qu'on va pas rentrer dans ces débats là. Bien à droite, son accélérationnisme de droite, bien à droite, vise, lui, à pousser le curseur technique à son paroxysme. C'est un peu Matrix, hein. C'est là où tu vois tout le délire ésotérique qu'il avait, le mec, dans sa tête. T'as fumé trop cheat, ma gueule. Capable de produire ainsi une espèce de société cyberpunk, par définition, autoritaire, raciste et eugéniste. Et puis j'ai l'impression que dans, en fait, tous les mouvements survivalistes, pourquoi ils sont séduits, c'est qu'il y a un rapport apocalyptique un peu dans la thèse de Nick Land. Genre, et Nick Land c'est un mec d'extrême droite, hein, il vient de le préciser, hein, Politicon, si jamais vous avez pas saisi. Hein. Mais que, en fait, ce délire d'accélérationniste qui viserait l'émergence d'une technologie capable d'exister d'elle-même, tu vois, ça correspond un peu à l'imaginaire survivaliste et apocalyptique qu'il y a pu avoir aux États-Unis ces dernières années. J'arriverai pas à vous l'expliquer pourquoi. Et pareil, genre, ça me fait aussi penser aux tentatives de faire exister à travers la quantique. Alors là, c'est les scientifiques passionnés du chat, de faire exister des robots, mais des machines, des ordinateurs, mais qui réfléchissent réellement avec un rapport de réflexivité, ce qui n'est pas encore le cas de l'IA. Hein. L'IA n'est incapable de se poser en tant que sujet vis-à-vis d'un objet. Hein. Genre, il n'est pas capable de faire ça. Attention, aux chiens, aux robots chiens. Mais vous allez comprendre pourquoi je compare beaucoup TH aussi avec les bails de Fischer, Luc Baird et tout. Peut-être que pas du tout, mais peut-être que oui. Mais déjà, entre le rapport apocalyptique
et le progrès technologique, je pense que vous voyez un peu pourquoi je fais des comparaisons des fois un peu pour rien. Bon, Attention aux chiens, robot chien. et Mark Fisher dans tout ça. En 2010, il veut montrer en quoi Land est l'adversaire parfait pour la gauche, et en quoi il faut défendre comme stratégie possible pour le marxisme, l'accélérationnisme. Le but, une nouvelle fois, dépasser le capitalisme dans une perspective de gauche. Un capitalisme qui, par une sorte d'attitude de résignation générale, se tient comme un modèle indépassable. Et puis surtout, enfin, tu vois, quand il dit qu'on n'a pas d'extériorité à ça, c'est que, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais d'avènement du monde libéraliste à partir des Bérégovoy, Mitterrand, Thatcher, comment il s'appelle l'autre con là aux États-Unis? C'était pas Nixon, c'était Reagan, j'ai peur de me tromper. Mais en fait, c'est qu'il y a la chute de l'URSS a marqué aussi la chute de l'imaginaire communiste comme alternative au modèle productiviste capitaliste, quoi. Et que du coup, bah, il y a une forme de mythe politique qui, au-delà même de sa matérialité à travers l'URSS, qui s'est effacée avec elle. Genre, et qui a disparu. Tu vois, faut voir le rapport traumatique pour tout un monde militant, tu vois, genre vraiment. C'est que là, le capitalisme pouvait enfin dire, mais regardez, ça marche pas. Genre, regardez, vraiment, ça marche pas, même ils sont séduits par nous. Ils attendent que nous. Et t'as des pubs, genre, et ce qui est, je pense, vrai, où t'avais des Russes qui se cachaient pour importer des jeans Levi's en mode, regardez, ils ne rêvent que d'avoir des jeans Levi's, mais même Internet. Mais à ce niveau-là, il y a la dialectique qui entre en jeu, non, genre, le capitalisme prend toute la place, il va finir par imposer de l'intérieur. C'est un peu ce que dit Marx, hein. Marx, il dit que le capitalisme aussi porte ses propres contradictions qui mènera à la chute de son système, hein. Genre en soi, c'est pas si faux, Zildjian, hein. Mais non, mais c'est plus compliqué, Brimo. Mais moi, je te parle de la frustration même des Russes vis-à-vis de ce que représentait l'URSS et de la société occidentale, tu vois, et du reste du champ de la société occidentale. Et que en soi, genre par exemple, t'avais tout un désir de regarder. Et ça, c'est arrivé un peu plus tard, tu vois. Mais genre par exemple, quand tu regardes les interdictions que tu pouvais avoir vis-à-vis de ce que t'avais accès vis-à-vis d'Internet, bah t'as plein de films américains qui n'étaient pas accessibles en URSS. Ça n'a pas empêché tout un groupe de hackers de se créer pour inventer des manières de télécharger des films, de pouvoir les traduire derrière et de les donner au monde entier, tu vois. Et ça, c'est la Russie qui a fait ça. Enfin, la Russie, les Russes, tu vois. Et c'est de par le fait qu'on les contraigne qu'ils ont développé ça. Moi, je trouve ça un peu fascinant quand même. Je trouve ça un peu fascinant parce que compromis dans un rapport de désirabilité du champ capitaliste, ils ont fini par créer un outil, ou du moins, pas créer un outil, mais de légitimer une manière d'utiliser Internet qui est dans une logique de partage et qui est limite socialiste un peu, tu vois. Genre. Après, c'est pas eux, c'est pas les Russes qui ont inventé le peer-to-peer. Après, vous allez me dire que si. Mais je trouve ça un peu fascinant quand même. C'est un peu fascinant. Mark Fisher est dans les années 2000 l'homme d'un blog, K-Punk, abondamment lu et commenté. C'est dans cette même veine que paraît son premier ouvrage, en anglais, Le réalisme capitaliste, en 2009. Le premier chapitre du livre de Fisher revient sur la célèbre phrase prononcée par Fredric Jameson ou Slavoj Žižek, au choix: « Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que celle du capitalisme. » Et même, je dirais, moi ce que je trouve trop badant, et ce que je vous expliquais aussi à travers Black Mirror, il y a un truc où c'est ce que le capitalisme nous vend vis-à-vis de lui-même. Ça veut dire que le capitalisme préfère nous vendre un rapport apocalyptique vis-à-vis de son système, et une série comme Black Mirror où tu ne peux que être dans un rapport fataliste au monde parce que bah à la fin, ok, le monde est horrible, gouverné par des robots et des IA et une société full individualisée, mais la série ne propose pas de perspective positive vis-à-vis de ce monde-là. Soit c'est fait de manière volontaire, et alors là, tu sais que c'est pour encenser aussi une forme de logique dépressive vis-à-vis et d'impuissance vis-à-vis du militantisme. Ou l'autre, c'est que juste, bah, il y a des gens qui sont libérales et capitalistes et qui se satisfont très bien de ce rapport apocalyptique-là et vis-à-vis de leur logique d'accumulation. Et moi, je pense que pour Black Mirror, c'est plutôt la deuxième que la première. 93 TH, Bon du Nord, mon univers, un monde rempli de robots. Vous êtes matrixés. Mais vous allez comprendre pourquoi. Moi, en fait, quand je dis. Enfin, moi, c'est une phrase de TH qui dit c'est mon univers, un monde rempli de robots. Oui, quand il dit les morts sont devenus des vivants et moi, je suis le dernier des survivants. C'est qu'aussi, je vois dans la manière dont les gens sont tellement aliénés par leur vie qu'ils sont incapables d'être juste subversifs vis-à-vis du système. Ça veut dire au-delà même d'être capable de proposer une contre-proposition ou de créer une contre-culture vis-à-vis du libéralisme. Bah, ces gens-là, ils finissent par avoir
la tête dans les chaussures, quoi. Et qu'au final, demain, si en fait leur travail les déprime, ils vont plus s'auto-culpabiliser plutôt que de culpabiliser leur patron qui leur font chier, ou culpabiliser le système qui a mis en place ce patron qui les détruit, etc., etc. C'est pour ça que moi je trouve qu'elle est trop forte, du genre les morts sont devenus des vivants. C'est que, bah en fait, il y a des gens, ils n'ont aucune autre ambition que de répondre à celle de l'aliénation machinale que veut le capitalisme d'eux. Et c'est trop badant, c'est trop badant. Et quand TH il dit moi je suis le dernier des survivants, c'est qu'aussi lui, de par ce qu'il est, il a été positionné dans une telle situation de marginalité que malgré lui, il a été posé comme extérieur au système. Et que du coup, tout son délire de deal de drogue, nanana, ça le pose en extérieur. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un peu un pirate, quoi, pour être caricatural. Macabre. Je sais pas si vous avez... Peut-être que je vais trop loin avec le TH Mark Fisher, mais faut que j'arrête. Mais il y a pas le choix que de répondre à cette obligation. Que oui. Bah oui, même dans un rapport de survie concret et direct, oui. Bah en soi, oui, t'as besoin de manger, t'as besoin de nourrir ta famille. Donc en soi, oui, c'est difficile de... Voilà, quoi. Le capitalisme est non pas seulement le meilleur, ou le seul régime viable, comme pourrait le dire Thatcher, c'est celui qui est finalement le seul imaginable, le seul représentable. Le capitalisme est là, il n'y a que lui, et il faut bien faire avec. En tant que critique culturelle, Fisher théorise à partir d'éléments filmiques, musicaux et autres. Le livre s'ouvre ainsi sur une illustration du réalisme capitaliste à partir du film Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón, qui présente un monde dans lequel aucun nouvel enfant ne peut venir au monde. Un monde subissant, sans explication claire, une stérilisation massive. C'est le thème de la fin de l'histoire. Le futur n'est plus, seul un présent demeure sans qu'aucune réelle nouveauté ne puisse advenir. La stérilité est celle du présent qui semble incapable de produire des possibles et de l'avenir. Et puis je pense que ça, vous le voyez, enfin tu vois, de manière très concrète, regardez rien que l'état d'une mobilisation sociale, ce que ça représente, c'est toutes les critiques de la gannerie qu'il a pu faire il y a 5-6 ans, en mode, mais en fait on se mobilise toujours en opposition de quelque chose plus qu'en étant en prescription. Genre, en fait et même quand on se mobilise contre, et qu'il y a une forme de force qui arrive à émaner de cette mobilisation-là, elle arrive toujours à se faire réprimer, là où tu rentres du coup dans une logique d'oumonte, où t'as l'impression que ce que Fischer rappelle la politique de l'événement, et lui il parle de justement la chute du mur puis d'Allende. En fait il y a un truc où c'est plus les logiques répressives du système sont telles que aujourd'hui, même contester pour adoucir les logiques répressives du capitalisme, on peut pas. Les gens s'opposent sans rien proposer. C'est plus compliqué que ça, c'est plus Brimo, c'est plus compliqué que ça. L'idée que la culture se répète se reboote sans cesse. De son côté, Fischer écrit « Le capitalisme est ce qui reste quand les croyances se sont effondrées, et que seul demeure le consommateur-spectateur qui se traîne au milieu des décombres et des reliques. » Et si vous voulez comprendre plus simplement le concept, imaginez métamorphe, quoi. Le capitalisme, c'est vraiment métamorphe, quoi. Genre, il se transforme en tout, il prend corps de tout. Et le concept de Mark Fisher, c'est un peu le capitalisme plastique. Genre, en mode, c'est une matière flexible au possible qui s'étend à tous les domaines. Le capitalisme avale tout, il se déploie, comme le dit Fisher, à la manière de la chose dans The Thing de John Carpenter, à savoir, je cite, « une entité monstrueuse, infiniment malléable, capable de métaboliser et d'absorber tout ce qu'elle touche. » Le réalisme capitaliste est donc un état d'esprit qui a envahi tous les esprits. Il produit un fatalisme, une boucle perpétuelle, un statu quo qui se rejoue sans cesse. Comme logique culturelle du capitalisme tardif, pour laquelle tout ce qui fait l'existence humaine est réductible à l'état de marchandise. Je sais pas si j'ai besoin d'expliquer ce que c'est une marchandise. Explique vite fait. Bah, en gros, ce qu'il raconte, c'est qu'en fait, chaque chose est transformable en bien consommable. Globalement, là, ce qu'il vient d'expliquer, c'est ça. C'est que chaque chose qui fait notre société, même nos relations sociales, peuvent être transformées en bien consommables. Et ce que c'est une marchandise au sens marxiste, et vous me dites les marxistes si je me trompe là, les Fabien Manteau du chat, mais c'est qu'en gros, en fait, c'est une volonté de créer de la valeur à travers un bien. C'est-à-dire que t'as une chose, mais tu l'achètes. Je crois que le schéma, c'est MAM. Attendez, je vais essayer de vous retrouver le schéma. Oh non, ils font les trucs compliqués alors que moi, mon prof, il m'avait fait MAM. Oh non, c'est compliqué. Je commence à angoisser. J'ai pas les moyens de mes arguments. Comment je vais faire? Mais en gros, globalement, t'achètes quelqu'un. C'est horrible. Non, t'achètes personne. D'acheter personne. Mais je commence à devenir... comme l'art contemporain, oui, c'est ça. Mais en gros, t'achètes une chose pour le travailler et pour qu'il ait une autre valeur. Voilà, globalement, c'est ça une marchandise en soi. C'est AMA. C'est que à la base, t'as de l'argent, t'achètes un bien que tu vas retransformer par la force de travail. C'est pour ça que d'ailleurs, on dit que la valeur d'un bien, c'est le temps nécessaire à la production d'une chose, je crois. Non, si, c'est le temps social consacré à la production d'une chose. Je crois que c'est ça. J'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'est ça. Ça, c'est pour la valeur. LOL. C'est globalement une marchandise, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et ça fait du profit, exactement.
Exactement. absorbe tout, y compris la contestation ou l'alternative qui pourrait advenir. Et tout se conclut par un haussement d'épaule, c'est comme ça. Et puis je pense qu'il traduit aussi de logique d'impuissance qu'on peut ressentir. Et je pense que ce qu'il vient de raconter, vous pouvez aussi le corréler à la sensation d'impuissance politique qu'on a, voire même comprendre aussi pourquoi il y a des gens, quand viennent à rentrer dans des logiques genre en mode libéral et interpersonnel, quand ils prétendent militer. Parce qu'en fait, ils sont tellement dans un sentiment d'impuissance qu'ils préfèrent se sentir agir vis-à-vis d'un champ d'action qui est proche, quand bien même ça n'a pas de valeur vis-à-vis des structures, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'autres possibilités que celle-ci. Genre, mais bref. Fischer résume ainsi l'état d'esprit du réalisme capitaliste, et je cite, « Il est une atmosphère généralisée, qui conditionne non seulement la production culturelle, mais aussi la réglementation du travail et de l'enseignement. Le blocage est partout, dans les têtes, toute critique est réappropriée, marchandisée, à l'instar de la critique du capitalisme lui-même, illustré par le Wall-E de Disney Pixar, par exemple. » C'est vrai que Wall-E, c'est dinguerie quand même, parce que c'est un film qui critique quand même, genre en mode les logiques progressistes à travers la technologie et ce que ça a enduré vis-à-vis du monde. En fait, je sais pas, il y a un rapport cynique un peu de Disney vis-à-vis de ce film-là. Je sais pas comment, pour un film grand public, ouais, mais en même temps, c'est cynique. En même temps, c'est ça qui est fou. Et puis, je pense que même si c'était vraiment, vous pensez vraiment que le macartisme mental des Américains laisserait passer une œuvre vraiment subversive à l'échelle de ce que Disney et Pixar savent produire. Bien sûr, le chat, il l'aurait pas laissé. Genre, bien sûr. Moi, je pense qu'aussi, c'est parce qu'il y a une dimension fataliste qui est admise par le film. Et même qui peut faire rêver un peu certains. Moi, je pense qu'un monde rempli de vaisseaux, où on vit de manière autonomisée par des machines, genre, en fait, je sais pas, il y a un truc où il y a plus de souffrance, où t'es juste assisté par des robots, et qu'en même temps, bah, les robots, ils sont un peu conscients, et limite, on les utilise comme esclaves. J'ai toujours eu cette sensation sur Wall-E, mais oui, bref. On va faire pousser des pizzas. Oui, let's go. Et personne n'est responsable, sinon le système lui-même. Les luttes et les colères peuvent sembler vaines, car le capitalisme n'a pas de centre, de lieu propre, d'incarnation définitive. Quand on coupe une tête, 10 000 repoussent ailleurs, la sienne y compris. C'est trop badant, c'est trop badant. Une conviction, mais aussi, ajoute-t-il, une attitude de résignation, de défaitisme et de dépression. Mais ces attitudes ne sont pas réductibles à une psychologie individuelle. Elles sont un produit social, celui du capitalisme tardif. Merci Dim. L'anxiété générale, la dépression étendue, recouvrent ce que Fischer nomme une privatisation du stress. Ouais, et puis ça, c'est le DSM si je dis pas de bêtises, mais dont Luc Baird parle, et c'est ce que je tentais de vous expliquer, où en fait, bah, depuis les débuts du XXe siècle, c'était une manière pour, alors j'ai oublié l'institution mondiale qui utilise ça, mais d'essayer de pathologiser des mal-être, mais tout en les individualisant et en faisant croire qu'en fait, bah, y a des gens qui souffrent de choses que le système leur fait subir, mais qu'en fait, non, c'est pas à cause du système, mais c'est à cause d'eux, l'OMS, ouais, voilà. Et c'est le DSM, on est d'accord, hein, mais qu'en fait, c'est pas de la faute du système, mais c'est parce qu'ils étaient prédisposés à mal subir tel rapport ou tel rapport, et que c'est pour ça qu'ils ont développé, je sais pas, moi, de la paranoïa, de l'anxiété maladive, des traumas, et nanani et nanana. Et c'est une dinguerie cet outil, le chat, hein, c'est vraiment une dinguerie, genre vraiment, c'est une dinguerie ce truc là. Et dites-vous, avant il y avait 4 catégories, maintenant on en est à 400. Ça veut dire que plus le système s'est développé, plus il a exacerbé son rapport de domination et d'aliénation et d'exploitation, plus il y a eu des gens qui ont développé des troubles pathologiques dans leur cerveau, plus le DSM s'est étendu pour responsabiliser la faute sur les individus pour éviter qu'on puisse en faire des critiques du système. C'est vraiment une dinguerie. Genre vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment une dinguerie. Oui, et en plus, c'est gigascam. La plupart des diagnostics, c'est des QCM qui prennent pas en compte le contexte de la vie des gens. Mais non, mais s'ils commencent à prendre le contexte de la vie des gens, ce serait déjà corrélé à des structures, ce qu'ils sont en train de vivre, tu vois. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ça ne choque personne, ça m'énerve. Les conséquences physiologiques et psychiques sont pensées comme des problèmes individuels, alors qu'ils sont en réalité le résultat d'un fonctionnement du monde dysfonctionnel. La santé mentale est traitée par médication, anxiolytiques et antidépresseurs, mais comme le dit Fischer, ces problèmes ne prennent pas vraiment leurs racines dans la chimie du cerveau. Ils se situent largement dans le champ social. L'augmentation des problèmes dépressifs, que Fischer a subi durant de nombreuses années de sa vie, est aussi à comprendre avec la montée du post-Fordisme et de l'exigence de plus en plus soutenue de la flexibilité au travail, à l'idée même que l'on n'est plus un travailleur, mais un collaborateur, un entrepreneur. Et ça, c'est ce dont on avait parlé à travers Luc Baird et la LCN, la langue du capitaliste néolibéral. Et puis même, il y a un truc déjà où le Fordisme, à travers l'individualisation et la parcellarisation des tâches,
infantiliser le travailleur dans sa capacité réflexive à pouvoir transformer un objet, où en fait il n'était que capable de faire une tâche de manière machinale sans jamais pouvoir faire le reste de ce qu'il ferait et le post-Fordisme. Attendez, j'ai peur de me tromper, donc on va utiliser ChatGPT pour pas se tromper. Parce que, vas-y, ça y est, je veux grave faire Crary le sachant, mais il y a des trucs, je suis même plus sûr de moi. Après, j'aurais pu utiliser le chat comme ChatGPT, mais là j'ai envie de mon ego après un coup. Post-Fordisme désigne un modèle d'organisation économique, sociale et productive qui succède au Fordisme. Il émerge à partir des années 70. Oh, mais en plus court, commence à me faire des listes de... Je vais jamais lire ça en stream, fils de p***. Fais-moi... enculé, va. Résume ça en 3 lignes. Faut l'insulter un peu. Hein. Ça va. Et après, il va commencer à avoir une conscience, on pourra plus l'insulter parce que sinon, il va vouloir nous tuer. La vie de ma mère, je vais profiter pour l'insulter maintenant, les frères. La vie de ma mère. Demain, Bill Gates, il va lui donner un cerveau. Genre, la vie, Bellec, ChatGPT, il reste mieux. Le post-Fordisme apparaît dans les années 60, remplace la production de masse par une production flexible et diversifiée. S'accompagne d'une précarisation du travail, de polyvalence et de l'usage accru de technologies. Ce modèle s'inscrit dans un contexte de mondialisation et de recul de l'état social. Ok. Un individu isolé, incapable de s'identifier aux autres et de façonner une conscience de classe. Voilà ce qui pourrait résumer cette idée de post-Fordisme. On agit comme si on était toujours sous surveillance, celle des autres, ou celle que l'on s'impose. Fisher écrit « De nombreuses personnes considèrent ce qu'elles doivent faire au travail comme assez ridicule et demandent pourquoi elles doivent le faire. Le réalisme capitaliste se manifeste quand la réponse arrive. Et ça, vous pouvez très bien faire un pot avec tout le travail de Graeber sur les multi-jobs. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'agir comme si vous y croyez. On aura beau faire toutes les critiques morales qu'on veut, quiconque se retrouve dans la position d'un ou d'une PDG agira comme un ou une PDG, c'est le système qui veut ça. Et c'est pourquoi moraliser le capitalisme, responsabiliser les élites économiques n'a aucun sens, puisqu'on vous dit qu'on ne peut rien ni faire. Mais le truc de c'est la vie, c'est que je déteste le plus. Oui, mais c'est en même temps, on en revient au truc de, comme il n'y a pas d'extériorité au système qu'on est en train de subir, bah même des gens, tu vois, genre à des postes de pouvoir. Moi, ce qui m'avait surpris, c'était Luc Baird, comment elle parlait dans, je crois que c'est Défaire voir littérature et politique, le nom du bouquin. Comment elle explique à quel point t'avais un mec. Alors, j'ai pas lu l'entièreté des 2 chapitres où elle en parle. Je crois que c'est sur 2 chapitres. J'ai peur de dire des bêtises. Mais en gros, c'était un mec, un actionnaire de maison de retraite. Le mec, il a retrouvé sa mère. Rempli de merde, qui avait pas mangé, limite du caca dans sa bouche parce que bah la personne elle était incapable de se suffire à elle-même et elle avait besoin de personne pour l'accompagner quoi, et que ça c'est le propre aussi du personnel de s'occuper correctement de ces gens-là, mais faute de moyens, faute de temps, faute de personnel, bah des fois t'as même une forme de ressentiment que tu crées vis-à-vis de ton travail qui pousse des gens qui travaillent dans ces maisons de retraite là, dans ces EHPAD à faire du mal aux administrés et aux personnes qui sont hospitalisés dans ce genre d'endroit, et que du coup le mec il tombe sur sa mère avec de la merde partout, qui a pas mangé et qui est dans un état pas possible, et je crois qu'elle est morte d'ailleurs, hein. Et le mec, tu sais, il se dit pas c'est de ma faute, il se dit pas peut-être que dans ma logique d'actionnaire ou en fait en comité d'administration j'ai dit qu'il fallait donner plus de dividendes à nous plutôt que de donner de moyens aux services d'entretien ou alors au personnel ou alors juste aux maisons de retraite. Le mec il se dit pas ça, il se dit bon bah c'est un mal pour un bien. Il va être triste, hein, il a perdu sa mère, c'est quand même triste de perdre sa mère, mais le mec est incapable de réfléchir que c'est parce que ce mec-là a une logique full rentabilité vis-à-vis de quelque chose où t'es censé prendre soin d'une personne qui va vers la mort. Le mec, il en est pas capable, il peut pas réfléchir le bail. Il est obligé de se dire, frère, ah c'est con, c'est dommage, ma mère elle est morte, mais c'est pas grave. Il peut pas remettre en question le système dans lequel il a baigné, dans lequel il a grandi, dans lequel il a été éduqué, dans lequel même ça l'a fait manger, ça l'a même rendu riche, tu vois. Genre il peut pas. Les choses hantent. C'est l'autre grand symptôme du capitalisme tardif. Les spectres du futur s'étendent. Un futur qu'on croyait possible et qui ne pourra advenir. Le futur n'a pas été... Je préviens, c'est un auteur, il est full doomer. Hein. T'es pas là pour te réjouir quand tu le lis. Hein. Et il y a des gens qui l'ont critiqué vis-à-vis de ça. Hein. Reporté, il a été lentement aboli. Rien de nouveau apparaît, seul le passé pointe à la surface. La musique reste la même, les mêmes styles, les mêmes gimmicks, les mêmes genres, seules les techniques changent. Et ça, c'est un truc de fou quand même. Et ça, on le voit même à travers l'hyper-pop.
hyper pop. Alors, dire qu'il n'y a pas une forme de logique subversive à travers des styles qui ont émané d'internet, ce serait mentir. Mais ne pas comprendre ce qu'il est en train de raconter, par exemple, avec l'avènement de la MAO, qui est un outil de baiser rendant possible la création musicale rendant abordable et accessible la création musicale à n'importe qui, genre tu te dis, mais en fait, on va aller vers un renouveau esthétique, mais de zinzin. Et tu te rends compte que ce qui est créé à partir de ça, c'est que des trucs où, mais même quand vous dites les Brats, tu vois, genre justement, Brats, c'est un fantasme aussi des années 2010 et des années 2000. Genre en mode, y a un truc où en fait on fait que réifier des esthétiques musicales et artistiques qui existaient par le passé, mais à travers les nouveaux outils qui existent aujourd'hui. Il y a un truc où les gens ils sont incapables de se projeter dans quelque chose de novateur et subversif vis-à-vis de ce qui existe déjà. Et ça, c'est une dinguerie quand même. Je sais pas, moi quand j'ai fait la cogite dans ma tête, je me suis dit c'est un truc de baiser, mais peut-être que c'est pas un truc de baiser, hein. Fischer ajoute, je cite, « Pourtant, en parallèle, la musique représente le refus de renoncer au désir du futur. Ce refus donne à la mélancolie... Et ça, je vous en parlais l'autre fois avec comment les cultures soul, le blues, et même le rock, tu vois, ça émane des cultures noires, que même quand c'est des blancs qui se sont appropriés ce style-là, par exemple Elvis, c'est pas tant parce qu'on était dans une Amérique puritaine, plus que parce qu'un blanc reprenait des codes de noir que ce mec s'est fait décrier là. Genre, du coup, genre, il y a un rapport subversif vis-à-vis de ce que ça représente. En fait, il y a un délire où, genre, en mode, c'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. Enfin, tu vois, genre, la valeur esthétique de la zik vis-à-vis de la société raciste dans laquelle tu vis. Et ça, tu peux voir ça, mais avec le punk, avec le je sais pas moi, tout ce qui a été les cultures techno et house, ce qui a été le rap, ce qui a été plein de scènes musicales. Et ce qui est fort, et moi c'est un truc qui m'avait fait fantasmer, j'avais fait mon TPE là-dessus parce que je pense que ce qui me faisait rêver à travers la discographie musicale de mes parents, qui était pas une discographie musicale de digger avec 20 000 vinyles chez moi, ça restait des trucs qui étaient conventionnels, très très populaires, mais ce qui me faisait rêver, c'était justement le fait d'écouter de la musique et de savoir que cette musique, elle avait une valeur dans le champ social. Alors moi, quand je faisais mon TPE, je me le représentais pas comme ça, mais globalement, quand je voyais les punks, je me disais, ces mecs-là, ils font une révolte en même temps. Et cette musique, elle parle à une jeunesse qui en a marre du pouvoir en place. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le rap, c'est un peu pareil. Genre en mode le rock, tout ce qui est new wave, etc., post-punk, c'est un peu pareil. C'est une dinguerie. Et aujourd'hui, on n'a plus ça. Et je pense même dans ce qui se cristallise un peu les débats autour de la gentrification ou de la blanchification du rap, c'est aussi une frustration qui va au-delà de ces arguments-là. C'est que les vrais arguments qu'ont les gens, c'est qu'ils aimeraient pouvoir se saisir d'un art qui paraît subversif pour en faire valoir un idéal politique. Ce qui pouvait être fait dans les années 90-2000, mais qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Bref. La culture montre en quoi le futur d'un advenu représente un deuil qui a échoué. La mélancolie refuse la fin de quelque chose, elle s'y rattache et préserve en elle le désir de cette chose. Quelque chose demeure du désir. On refuse de céder au désir du futur, précise Fischer. Et ça, c'est ce que je vous disais à travers le fantasme qu'il y a à travers les esthétiques nostalgiques qui réémergent à travers TikTok et notamment le showgaze. Et même ce que disait un peu PJZ vis-à-vis du fantasme que peuvent avoir des zoomers vis-à-vis de ce qu'a représenté MTV. C'est qu'en soi, il y a un rapport à la nostalgie qui peut paraître déprimant quand t'as pas l'habitude de ces esthétiques-là, mais qui sont plus porteurs de nouveautés que ce qui est produit actuellement en termes de musique. Et que des typeux, ils voient une valeur archi alternative à ces genres-là. Enfin, c'est un mirage, quoi. Genre, je suis désolé le chat. Bien sûr que, genre, c'est des cultures alternatives qui existaient, mais elles ont pas été porteuses de critiques du système comme a pu l'être d'autres styles musicaux auparavant, tu vois. Mais je sais pas. Peut-être que je suis trop un horrible à reprendre les arguments de PZ. Il serait dans le chat, il m'insulterait, fils de pute. Il me dirait ça, connard, j'ai jamais dit ça. Arrête de me dire mes mots. La vérité, c'est qu'on n'arrive pas à voir le futur comme quelque chose de nouveau. Même la musique futuriste, c'est un style et pas quelque chose d'inédit. Oui, et puis même, tu vois, quand tu regardes les esthétiques un peu synthwave, etc., il y a une fascination vis-à-vis du rapport de la manière dont on se représentait le monde nouveau, et c'est-à-dire le monde post-année 2000, post-année bug de l'an 2000, post-un monde full robotisé. On se disait, mais en fait, ça va être ça le nouveau monde. Sauf que maintenant qu'on a passé les années 2000, on se rend compte que bon, rien de tout ça n'est advenu, et que même si ça adviendrait, ce sera pas forcément en notre faveur, tu vois. Bah, t'as écouté Martine Dupont, ça peut totalement marcher maintenant. Oui, voilà, c'est ça, mais pareil, avec les bails un peu new wave, etc. Si je suis pas clair, attends, Rhizomatic, tu trouves que je suis clair dans mes explications ou pas du tout? Parce que Rhizomatic, le chat, c'est un zinzin qui écrit une thèse sur Fischer et tout, et qui était venu me voir, oui, Zawa Prod, c'est totalement comme le CCRU, vous êtes pareil. Et du coup, ça avait flatté mon ego. Fischer écrit « Au contraire, ce qui hante,
C'est le spectre d'un monde dans lequel toutes les merveilles des techniques modernes de communication pourraient se combiner dans un esprit de solidarité bien plus fort que tout ce que la social-démocratie pourrait mobiliser. Moi, c'est ce qui me gêne le plus avec lui, c'est un peu son fantasme des nouvelles technologies. C'est vraiment ce qui me gêne le plus avec Fisher et son délire d'accélérationniste, c'est que moi, j'ai un rapport aussi un peu à l'épistémologie, où j'ai l'impression que tu restes coincé dans ce rapport aux technosciences, où tu produis de la technologie en amont des découvertes que tu fais vis-à-vis de ta connaissance de la nature, et que du coup, tu te repasses les impacts que la technologie auront, même sur la propre survie de ton espèce. Moi aussi, ça m'angoisse. Mais toi, Saporodai, c'est pour ça qu'on s'entend bien, je pense. Andrew Culp, dans Dark Deleuze, les critiques là-dessus. Ok, Rhizomatic, je vais aller lire, parce que je l'ai le Dark Deleuze, je sais pas où je l'ai foutu, mais je l'ai autour de moi, là. Il est où le Dark Deleuze ? Attendez. Andrew Culp et Dark Deleuze, que j'ai bien abîmé et qui appartient à un Bam Wempam et je lui ai jamais rendu, mais je pense que je pourrais enfin lui rendre dans quelques semaines. mais voilà, Dark Deleuze un peu, qui est un peu un, comment dire, je l'ai pas lu, mais de ce que j'ai compris, c'est un peu une critique aussi de comment les communautés hippies se sont appropriées la philosophie postmoderniste française pour en faire ce qu'ils en ont fait aujourd'hui, c'est-à-dire des communautés un peu prétendues authentiques, avec tout ce que ça peut induire de raciste et de fasciste, au profit des GAFAM, quoi. Je crois que ça parle de ça, et du coup voilà, quoi, mais si vous êtes dans des bails de ficherisant, j'ai l'impression que ça se marie bien, ça se marie bien. Bref, continuons. Ah voilà, parce que c'était Douman, on avait l'impression qu'on était dans un truc où on pouvait pas s'en sortir. Est-ce que Fisher a proposé une manière de créer justement une extériorité à ce réalisme capitalisme nous faisant déprimer là? Parce que sinon on va se sous-souder, hein. Comment dès lors réactiver ces possibles? Bribo, on est d'accord, t'es un nouveau viewer. David Babert, je t'aime bien. En fait, je sais pas si c'est le 93 dans ton pseudo qui me crée un affect positif envers ta personne, ou le fait que t'aies dit que Fisher il a parlé du rap français alors que c'est faux. Ouais frérot, je suis un nouveau bro. Vas-y, installe-toi tranquillement. Fais bellec quand même, mais installe-toi tranquillement. Il déplore dans K-Punk et ailleurs les méthodes des mouvements anarchistes qui refusent de faire un usage des médias ou de modalités politiques libérales. Ah mais ça c'est Zawa Prod ça. On dirait les critiques des gens de gauche qui disaient qu'en fait on s'était lancé en stream pour faire de l'argent sur les dos des pauvres gens qui n'avaient plus foi en la lutte, en leur miroitant du divertissement, qui n'aurait pas une valeur politique parce qu'en soi ça resterait que du divertissement selon Guy Debord. Pour Fisher, il faut repartir de l'emprise que le capitalisme a sur les imaginaires et rompre avec les faux dilemmes qui limitent l'action et l'imagination. Les faux dilemmes, c'est toutes les logiques de compromission que certains peuvent percevoir à travers, je sais pas, utiliser un outil appartenant aux GAFAM, ne pas être purement dans un raisonnement marxiste et scientifiquement rationnel, ce qui n'existe pas par ailleurs, hein, bref, genre etc. Je pense que c'est de ça dont il parle. Il évoque la possibilité d'un paternalisme sans le père. Ce paternalisme, d'abord revendiqué par Fisher, ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent faire, mais vise à provoquer de la surprise, de l'étonnement, de la curiosité vers ce qui est inhabituel, étrange. Il s'agit de montrer qu'il y a bien des inégalités dans le pouvoir et le savoir, mais pour mieux les dépasser et viser ainsi l'émancipation collective. Ça, c'est ce que permet notamment Internet. Et c'est ça qui est le plus fascinant aussi avec ce qu'aurait pu être Internet, c'est que à la base, c'est un imaginaire assez libre, c'est un espace vide qui demandait que d'être rempli de blogs, de chaînes de vidéos, de mecs qui racontent leur vie, que ce soit de manière passionnante ou pas du tout, dans un but personnellement de récit personnel. Et que en soi, ces espaces-là ont été colonisés par des gens qui ont su capter la puissance de ce mode de communication-là pour marchandiser les liens sociaux que les gens créent à travers des partages de savoir, des faits qui rentrent en communication 2 personnes à l'autre bout du monde. Ça, les réseaux sociaux par exemple, genre pour être un peu cliché, ils ont récupéré ça, ils ont baisé ça. Et preuve en est, c'est que l'imaginaire des forums aujourd'hui est mort un peu, ou du moins ça existe encore, mais c'est beaucoup moins accessible que ça l'était par le passé. Et même le rapport artistique que certains pouvaient entretenir avec les réseaux sociaux, l'évolution des algorithmes jusqu'à on en est aujourd'hui, c'est ce qu'on disait dans un autre stream, ne permet plus d'autant diguer que par le passé, quoi. Donc cet imaginaire des possibles qui avait permis à Internet se réduit d'année en année, genre au fur et à mesure que le capitalisme s'approprie cet outil, quoi. Et oui, et j'allais dire quoi, c'est que j'ai vu que Allende en 71, je sais plus où j'ai lu ça se trouve c'est encore Fisher, mais autre truc par rapport à ce qu'il expliquait un peu de sa logique un peu post-capitaliste où tu utilises des outils technologiques du système en place pour proposer un système nouveau, lui en fait je crois qu'Allende il avait créé le CyberSync 92, un truc comme ça.
Et c'est pas du tout 92 pour le 9 de I et Booba, pas du tout. Mais genre en mode, il avait un projet, c'était de créer un réseau d'économie planifiée à travers l'informatique et Internet. Et sauf que, coup d'état arrivant un an plus tard, bah le projet il a été totalement démantelé. Et on n'a jamais pu voir le jour. Mais c'est un truc de fou quand même. Franchement, les États-Unis, ils ont le flair pour savoir quel pays, quelle révolution va mettre à mal ou re-questionner son système, quoi. C'est une dinguerie un peu. Oui, le concept même d'algorithme restreint le champ des possibles sur Internet. Bah oui, vu qu'en fait, on est dans une forme d'autosuggestion permanente induite par les réseaux, le lien social qui te permet de découvrir des horizons nouveaux dépend du coup de ton algorithme. Et ton algorithme, il a pas intérêt à t'émanciper de lui. Du coup, il va te créer une boucle où en fait, il va devenir autosuffisant vis-à-vis de son site, vis-à-vis de son logiciel, vis-à-vis de sa plateforme. Il va jamais t'amener ailleurs que ça, quoi. Il a intérêt à te restreindre là d'une parce que du coup tu consommes chez lui, genre tu accumules de la stat chez lui, tu consommes des trucs de chez lui, et en plus de ça, bah tu te défais jamais de lui. Mais même humainement, c'est trop badant, mais ça j'ai déjà expliqué 3-4 fois en stream, mais rendez-vous compte de à quel point il y a des gens aujourd'hui, bah ils se laissent plus aller à une genre en mode à un pote qui te dit ah trop bien cet album ou ce film, va le voir, ils préfèrent faire confiance à leur algo Netflix ou leur algo Spotify, tu vois, et vas-y, tu vois, je dis ça, moi je suis pas dans un rapport de culpabilisation, moi-même je suis comme ça, et merci l'algo Spotify fut une année qui m'a fait découvrir tout un pan du post-rock que j'aurais jamais découvert par moi-même si j'aurais dû aller diguer, mais quand même je suis heureux d'avoir fréquenté des concerts parisiens, je suis heureux d'être devenu ami avec des icos insupportables pour me faire découvrir autre chose, quoi. J'en connais un, c'est le nom de son album Algorithme. TH Bondinor 93, j'ai juste ou pas? Ouais, TH Macabre. Bah oui, mon univers, un monde rempli de robots, pardon. Élabore la notion d'acide. On va mettre TH après. Hein. La convergence entre la conscience de classe, la prise de conscience socialiste féministe et la conscience psychédélique. La fusion entre de nombreux mouvements sociaux et un projet communiste. Et sur les psychédéliques, j'ai hâte d'arriver au parti où ça... Parce que j'ai trop pas compris quand il parle des psychédéliques vis-à-vis des communautés hippies, mais je sais qu'il retraite aussi de l'impact justement subversif que ça a pu avoir dans les années 60. Mais je sais plus pourquoi. Et notamment, il en parle avec les Beatles, où en fait les Beatles, genre, c'est une fois qu'ils ont été archi connus et qu'ils ont accumulé v'là l'argent ou de moyens de faire de l'argent à travers les premières musiques qu'ils ont produites, qu'ils en sont venus à se droguer full sous LSD devant leur console son et à créer les musiques les plus innovantes pour le rock de l'époque, quoi. Et du coup, lui, il utilise ça pour montrer à quel point quand t'es autosuffisant en termes d'accumulation de richesse, bah tu peux te laisser place à un travail passionnel et encore pire, à un travail passionnel qui est innovant. D'où l'intérêt du revenu universel. Oui, bah dans le chapitre 1, il parle que du revenu universel. Mais justement, il montre qu'il y a des logiques du revenu universel qui peuvent être totalement de droite, ou alors qui corrélées aux logiques du néolibéralisme, ou alors bah, un revenu universel justement qui permet d'émanciper les gens au maximum d'un travail créant de la souffrance et celui d'un travail plus émancipateur. Où certes tu souffriras, mais pour ta propre émancipation personnelle, quoi. Et là on parle de passion, de la musique, de faire de l'art, de faire des chocolats, de construire des meubles, de réparer une route pour son voisin parce que tu l'aimes. Bref. Fischer cherche à montrer en quoi il est nécessaire de créer des possibilités psychiques et sociales pour produire du changement. C'est là tout l'enjeu. Et ça, moi, tu vois, Rhizomatique, c'est pour ça que j'ai du mal avec sa critique de la folk politique, parce que, ok, Tchad léniniste que j'ai pu être par le passé, vous inquiétez même pas que j'ai pu critiquer toute initiative anarchiste et toto, mais c'est que en soi, et ça c'est ce que m'expliquait Samos par le passé, bah, enfin, dis-moi, par le passé, alors qu'il m'expliquait ça hier soir, j'ai envie de me mettre des patates, Samos, mets-moi des patates la prochaine fois que tu me vois, s'il te plaît. Mais il me disait que oui, genre, en fait, rien que le fait de montrer, et ça c'est ce que Besancenot expliquait un peu avec Nuit debout, et il a eu raison avec les gilets jaunes, c'est qu'en soi, on s'éduque soi-même malgré les défaites dans ses projets. C'est que, en fait, il y a un rapport de prescription politique vis-à-vis de projets qui s'inscrivent dans tout ce que je vous ai raconté, donc dans les ZAD, dans les squats, dans, je sais pas, le fait de squatter une autoroute, le fait de prendre une place pendant 2 semaines pour essayer d'en faire des zones d'éducation populaire, d'organisation politique. Et malgré la répression qu'empêche le développement de ces zones-là, bah ça montre aux gens bah, que dans le réel, on est possible aussi de lutter, de s'organiser, de se rencontrer et moi c'est pour ça que j'ai du mal avec son truc de la folk politique, c'est que je me rends compte de en quoi il y a un manque de tu sais qu'il y a une forme de fantasme anarchique à se défaire du reste du champ de la société pour continuer d'exister, et en plus ça a très peu marché, CF, les communautés post-68 etc. Mais même nous hein, ça se trouve Zawaprod le chat, il faut se dire que dans 6 mois c'est fini hein. Non, on a un bug hein. Vous vous rendez pas compte hein, de ce que ça coûte de faire ce qu'on fait hein. Et quand je dis ce que ça coûte, si vous le savez, parce que c'est un système de donation où en fait sans vous on n'existe pas. C'est pour ça que je vous dis estimez un peu ce qu'on vaut au fait des dons.
Les cours inachevés de Fischer sur la question, publiés sous le titre Désir post-capitaliste, et qui comprend aussi Acide communisme, laissent entrevoir une ébauche de théorisation et de pratiques qui peuvent hanter lectrices et lecteurs. Non de manière négative ou vaguement mélancolique, mais peut-être pour poursuivre les réflexions et quelque part reprendre en main quelque chose qui nous échappe, car peut-être, malgré tout, le pire n'est pas à venir. Pour lire Mark Fisher, c'est chez Audimat, notamment pour K-Punk. Trop chaud les revues, l'édition Audimat, La vie de ma mère, ils sont trop chauds hein, sur ce qu'ils publient. La vie de ma mère, c'est une dinguerie quoi. Hein. C'est vraiment une dinguerie ce pont. Enfin après, ça m'étonne pas que ce soit eux qui éditent ce genre de bouquin en France, mais dinguerie. Franchement trop fort Audimat. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est des gens qui parlent essentiellement de musique, mais avec un prisme un peu musicologue, mais pas musicologie chiante en mode historique, etc. Genre vraiment pas. Franchement c'est trop stylé. Alors, ce mois-ci, ça fait 9 ans que cette chaîne existe. Merci encore à toutes celles et ceux qui la suivent, malgré les aléas des algorithmes, et bienvenue aux nouveaux et nouvelles. J'ai de la peine pour lui. J'ai de la peine pour lui parce qu'on lui était un peu tombé dessus par le passé à cause de ce qu'il avait fait vis-à-vis de l'antiracisme et des critiques qu'il avait pu avoir sur Wissam et tout. Je crois que c'était ça, hein. Mais en vrai, même moi, il m'a aidé pour des partiels, ce mec-là. Et le fait de savoir que l'algorithme l'a baisé et que tu regardes que le mec, il a 106K abonnés sur YouTube et pour faire 4000 vues à la sortie d'une vidéo en 3 jours, ça me... Tu sais, il y a un truc où quand bien même il y a des désaccords politiques, j'ai de l'empathie pour ce que fait subir l'algo YouTube à trop de créateurs. Et du coup, le chat, allez mettre des likes à la vidéo, allez la faire tourner en fond si vous avez kiffé. Et voilà quoi. Et voilà. Ça va, ça vous a plu? Ça va, c'était pas trop bancal? Est-ce que c'était bancal? Trop cool. Ça, je vais voir ces vidéos de Fischer, ça m'a chébran. Propre la vidéo. Non, c'est bien. Merci, c'était trop bien. Oui. Vemabo à cette chaîne. Voilà, c'est ce qu'on veut lire. Oui, merci. Bon, c'est bon alors. Bon.